Il n'y a ni début, ni fin. C'est une histoire sans fin, une houle d'interespèces qui se meut dans l'agitation. Alors, en 3 mots, Swallow Species, immersion, ni début ni fin, et plancton stellaire. Swallow Species, du coup, c'est houle d'espèces et d'espaces. Je voulais vraiment essayer de trouver une sorte de titre qui permettait de créer une sorte de seuil d'interlieu. La houle, parce que du coup, Swallow Species parle beaucoup de la fluidité, de l'eau, des mythologies aquatiques, de l'océan. C'était une sorte de mot valise, de mélange de tout ça. Je suis Joséphane Cha, je suis artiste visuelle, plasticienne, je fais aussi de la poésie. Je réalise des films, des vidéos, je fais de la performance, des sculptures. J'utilise plein de médiums assez différents et je parle beaucoup d'histoires de résistance à travers la mythologie, la biologie, la physique quantique. Et je parle aussi beaucoup des récits d'indépendance de l'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest à travers l'histoire de ma famille. Je pense que c'est certainement une sorte d'expo qui engage aussi en fait, le corps, premièrement. On peut l'avoir de plusieurs points, sachant qu'on a aussi des sculptures sonores. Donc en fait, je pense qu'on ne reçoit jamais la pièce dans son intégralité ou de la même manière selon l'endroit où on se place. Je pense que ça invite surtout une sorte de mouvement constant. C'est quelque chose d'assez important dans mon travail, de ne pas figer les choses. Je trouve que le film aussi rend ce mouvement constant, du coup ce long plan séquence. On est tout le temps en train d'avancer à des endroits et du coup on passe par des micro-organismes, on passe par des strates géologiques, on passe par le fond des océans. On a des personnages qui se transforment sous nos yeux et en fait ça crée une sorte d'écosystème en mouvement constant et on voit que les choses sont totalement tissées entre elles et du coup elles grandissent aussi ensemble. C'est un peu ça, ce mouvement assez circulaire dans le film. Je voulais qu'il n'y ait ni début ni fin, même sur la construction de l'écriture du projet. Il y a eu plusieurs points d'entrée, du coup une mythologie malienne qui parle de la création du monde selon les Degons, avec ce personnage qui est Ama, qui a jeté de la pierre dans l'espace et qui créa les étoiles et qui ensuite donna naissance à des personnages non binaires qui sont les Nomos, qui ensuite se séparent pour créer la lune et le soleil. Ensuite, il y avait une autre mythologie venue d'Amazonie qui est ce serpent qui crée du coup aussi la vie sur Terre. Je dis aussi souvent que la mythologie, ça permet de retracer des pans d'histoire qui ont été oubliés. Là, spécifiquement, la mythologie ouest-africaine et centrafricaine avec des personnages comme Mami Wata, Maman de l'eau. Je pourrais dire que c'est une sorte d'histoire de la non-origine du monde, justement, vue à travers le prisme de plusieurs mythologies et à l'aide aussi d'un bagage scientifique. Du coup, j'ai aussi travaillé avec des biologistes sur ce projet-là, qui sont eux spécialistes justement du plancton. Alors l'océan, c'est une partie d'histoire importante, une partie d'histoire qui a été silenciée. Du coup, le passage de l'Atlantique, du continent africain aux États-Unis, aux îles aussi, aux Caraïbes, ça fait partie de l'histoire de l'océan que j'aborde aussi dans ce projet-là. Il y a un lien intéressant du coup entre le fond des océans et aussi le cosmos, qui est celui de la science-fiction, qui a été utilisé comme une sorte d'outil méthodologique mais aussi critique, qui permet de se projeter pour beaucoup d'artistes afrodescendants, mais pas que. On peut citer Sun Ra, Alice Coltrane, John Coltrane, Afrika Bambaataa, Shabazz Palaces, tous ces artistes qui ont utilisé la science-fiction et la projection dans l'espace comme une sorte de futur possible à construire, mais à un autre endroit qui ne serait pas celui qu'est la Terre. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que voilà, au début de ce film, on est dans l'espace, on a quand même des planctons dans l'espace. À la fin, on est sous l'océan. Et en fait, voilà, c'est l'océan et l'espace qui se rejoignent en fait, du début à la fin, de manière continuelle. Sun Ra et Drexciya, c'est vraiment des artistes qui ont été théorisés. Je prends l'exemple de Drexciya, c'est qu'en fait l'univers il a été construit à partir des couvertures d'albums quasiment en fait. Il y a très peu d'informations qui avaient été données. Du coup c'est aussi un groupe qui fait partie d'une scène très spécifique qui est la scène techno de Détroit des années 90, toujours avec un rapport aussi à l'anonymat assez constant. L'anonymat, la question de l'avatar et aussi vraiment la question de la résistance. Et pour Drexciya c'est la question de la résistance sous-marine. Et du coup, je trouve ça aussi impressionnant, en fait, comment une fiction peut être portée par la musique et aussi par si peu d'éléments qui se retrouvent sur des couvertures d'albums.
Chez Sonra, c'est aussi quelqu'un qui a construit un univers entier, du coup presque une sorte d'œuvre d'art totale, de clamer aussi, on va dire, l'origine noire de l'Égypte. Ça, c'est quelque chose de fort pour un artiste à cette époque-là. Et du coup, voilà, ce spaceship qui devient aussi la pyramide, qui devient le spaceship, qui devient le mothership, qui va nous amener sur une autre planète. Et du coup, Sonra, ouais, avec force, il a porté ça. Pas seul, aussi avec son orchestra. Il y a la question du collectif aussi beaucoup dans les artistes que je cite. Et moi-même, je travaille beaucoup collectivement. Un film, ça se fait jamais seul. Je pense qu'aussi l'ampleur collective du travail rejoint les références que je cite beaucoup. Donc voilà, j'aime bien ces sortes d'écosystèmes assez larges. Voilà. Pour resituer, c'est que moi j'étais super fan de Fatima El Kadiri depuis que j'étais super jeune. Et quand j'ai pu travailler avec elle, j'étais hyper impressionnée. J'étais, oh là là, je travaille avec Fatima. Donc ça a mis un peu la pression. Et je lui ai dit en fait quel son aussi m'avait beaucoup touchée chez elle. Et je pense qu'elle est partie aussi de ça. Elle voulait tester un nouvel instrument, une sorte de trombone de l'espace, qui est en fait tout le début du film. En fait, moi, j'ai envoyé une sorte de maquette, vraiment, au tout début, le film n'était pas fini. Au fur et à mesure, Fatima commençait à donner vie au personnage, parce que c'est aussi le premier film que je fais sans qu'il y ait la voix directement inclue dans le film, et là, elles sont dans les sculptures. Avec mes frères et sœurs des autres mondes, on aura fini par marcher sur les étoiles. Oui, sur les étoiles. Ça donne aussi une force à un moment de la production d'avoir tout cet environnement sonore qui se développe en fait autant que le visuel. Et c'est vrai qu'à la fin, quand j'écoutais en fait l'entièreté de la pièce, je considérais ça presque comme une sorte de petit opéra. J'ai l'impression qu'il y a une sorte, il y a quelque chose de grandiose, presque grandiloquent, avec la harpe et le violoncelle aussi au milieu. En fait, c'est quelque chose que j'attendais presque pas, en fait. J'avais peut-être une attente précise de ce que je voulais de Fatima. Du coup, elle est allée à un autre endroit. C'est super, quoi, d'avoir cette souplesse d'évolution et dans l'échange, ouais.